Bonsoir. Alors, là c'est la fin. Enfin, c'est la fin. On est au 5e acte, donc c'est le dernier acte. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez être au courant de mes petites lectures, n'hésitez pas à vous abonner, c'est formidable. Donc voilà, donc là, acte 5, Cyrano de Bergerac, on va planter le décor un petit peu. Donc ça s'appelle l'acte 5, qui s'appelle La Gazette de Cyrano. 15 ans après, en 1655, le parc du couvent que les dames de la Croix occupaient à Paris. Superbes ombrages, à gauche la maison, vaste perron sur lequel ouvrent plusieurs portes. Un arbre énorme au milieu d'une petite place ovale. À droite, premier plan, parmi de grands buis, un banc de pierre demi-circulaire. Tout le fond du théâtre est traversé par une allée de marronniers qui aboutit à droite. 4e plan, à la porte d'une chapelle, entrevue parmi les branches. À travers le double rideau d'arbres de cette allée, on aperçoit des fuites de pelouse. D'autres allées, des bosquets, les profondeurs du parc et le ciel évidemment. La chapelle ouvre une porte latérale sur une colonnade enguirlandée de vignes rougies qui vient se perdre à droite au premier plan derrière les buis. C'est l'automne, toute la frondaison est rousse au-dessus des pelouses fraîches. Taches sombres des buis et des ifs restés verts. Une plaque de feuilles jaunes sous chaque arbre. Les feuilles jonchent toute la scène, craquent sous les pas dans les allées, couvrent à demi le perron et les bancs. Entre le banc de droite et l'arbre, un grand métier à broder, devant lequel une petite chaise a été apportée. Panier plein d'écheveaux et de pelotons, tapisserie commencée. Au lever du rideau, des sœurs vont et viennent dans le parc. Quelques-unes sont assises sur le banc autour d'une religieuse plus âgée. Des feuilles tombent. Scène première, Mère Marguerite, Sœur Marthe, Sœur Claire, les sœurs. Sœur Marthe à Mère Marguerite. Sœur Claire a regardé 2 fois comment allait sa cornette devant la glace. Sa cornette, c'est sa coiffure de religieuse. Mère Marguerite à Sœur Claire. C'est très laid. Sœur Claire. Mais Sœur Marthe a repris un pruneau de la tarte ce matin, je l'ai vu. C'est très vilain, Sœur Marthe. Un tout petit regard. Un tout petit pruneau. Je le dirai ce soir à Monsieur Cyrano. Oh non, il va se moquer. Il dira que les nonnes sont très coquettes. Très gourmandes. Mère Marguerite souriant. Et très bonne. Sœur Claire. N'est-ce pas, Mère Marguerite de Jésus, qu'il vient le samedi depuis 10 ans? Mère Marguerite. Et plus, depuis que sa cousine à nos béguins de toile mêla le deuil mondain de sa coiffe de voile, qui, chez nous, vint s'abattre il y a 14 ans, comme un grand oiseau noir parmi les oiseaux blancs. Alors, béguins, ce sont des coiffes que portaient les béguines, femmes donc de Belgique et des Pays-Bas à l'origine, vivant dans un couvent, mais sans avoir prononcé de vœux, ce qui est le cas de Roxane, contrairement aux religieuses. Voilà. Donc, c'est ça, nos béguins de toile. Et deuil mondain, donc deuil subi dans sa vie de femme profane, par opposition à religieuse, la vie mondaine, donc du monde quotidien, s'oppose à la vie monastique des monastères ou conventuelle, des couvents. Ou... ouais, ça. Donc là, si je reprends la phrase de Mère Marguerite. Mère Marguerite, et plus, depuis que sa cousine à nos béguins de toile mêla le deuil mondain de sa coiffe de voile, qui chez nous vint s'abattre il y a 14 ans, comme un grand oiseau noir parmi les oiseaux blancs. Voilà. Donc Sœur Marthe, lui seul, depuis qu'elle a pris chambre dans ce cloître, sait distraire un chagrin qui ne veut pas décroître. Toutes les sœurs. Il est si drôle, c'est amusant quand il vient, il nous taquine, il est gentil, nous l'aimons bien, nous fabriquons pour lui des pâtes d'angélique. Mais enfin, ce n'est pas un très bon catholique. Nous le convertirons. Oui, oui, Mère Marguerite, je vous défends de l'entreprendre encore sur ce point, mes enfants. Ne le tourmentez pas, il viendrait moins peut-être. Mais Dieu, rassurez-vous, Dieu doit bien le connaître. Sœur Marthe. Mais chaque samedi, quand il vient d'un air fier, il me dit en entrant, « Ma sœur, j'ai fait gras hier. » Donc j'ai fait gras, ça veut dire j'ai mangé de la viande, nourriture grasse, au lieu de faire maigre, ce que la religion chrétienne impose en certaines occasions. Mère Marguerite.
« Ah, il vous dit cela. Eh bien, la fois dernière, il n'avait pas mangé depuis 2 jours. » Sœur Marthe. « Ma mère. Il est pauvre. Qui vous l'a dit? » Monsieur Lebret. « On ne le secourt pas? » Non, il se fâcherait. Dans une allée du fond, on voit apparaître Roxane, vêtue de noir avec la coiffe des veuves et de longs voiles. De Guiche, magnifique et vieillissant, marche auprès d'elle. Ils vont à pas lents. Mère Marguerite se lève. « Allons, il faut rentrer, Madame Magdeleine. » Avec un visiteur dans le parc, se promène. Sœur Marthe va à Sœur Claire. « C'est le duc maréchal de Gramont ?» Sœur Claire regardant. « Oui, je crois. Il n'était plus venu la voir depuis des mois. Il est très pris. La cour, les camps, les soins du monde. » Les soins du monde, ça veut dire les préoccupations de la vie terrestre en même temps que les contraintes liées aux mondanités. Elles sortent, De Guiche et Roxane descendent en silence et s'arrêtent près du métier un temps. Scène 2. Roxane, le duc de Gramont, ancien comte de Guiche, puis Lebret et Ragueneau, le duc. « Et vous demeurerez ici, vainement blonde. Toujours en deuil? Toujours. Aussi fidèle? Aussi. » Le duc après un temps. « Vous m'avez pardonné ?» Roxane simplement regardant la croix du couvent. « Puisque je suis ici. » Nouveau silence. Le duc. « Vraiment, c'était un être. Il fallait le connaître. » « Ah, il fallait. Je l'ai trop peu connu, peut-être. Et son dernier billet sur votre cœur, toujours ?» Comme un doux scapulaire. Alors, scapulaire, qu'est-ce que c'est un scapulaire? Eh bien, c'est un objet de dévotion composé de 2 petits morceaux d'étoffe bénie, réunis par des rubans et qui s'attachent au cou. Voilà. Comme un doux scapulaire, il pend à ce velours. Même mort, vous l'aimez? Quelquefois, il me semble qu'il est mort à demi, que nos cœurs sont ensemble, et que son amour flotte autour de moi vivant. Le duc après un silence encore. Est-ce que Cyrano vient vous voir? Roxane. Oui, souvent. Ce vieil ami pour moi remplace les gazettes. Il vient, c'est régulier, sous cet arbre où vous êtes. On place son fauteuil, s'il fait beau. Je l'attends. En brodant, l'heure sonne. Au dernier coup, j'entends, car je ne tourne plus même le front. Sa canne, descendre le perron, il s'assied, il ricane, de ma tapisserie éternelle. Il me fait la chronique de la semaine et... Lebret paraît sur le perron. Tiens, Lebret. Lebret descend. Comment va notre ami? Mal. Oh, Roxane au duc. Il exagère, Lebret. Tout ce que j'ai prédit, l'abandon, la misère, ses épîtres, lui font des ennemis nouveaux. Il attaque les faux nobles, les faux dévots, les faux braves, les plagiaires, tout le monde. Roxane. Même son épée inspire une terreur profonde. On ne viendra jamais à bout de lui. Le duc hochant la tête. Qui sait? Lebret. Ce que je crains, ce n'est pas les attaques. C'est la solitude, la famine. C'est décembre, entrant à pas de loup dans son obscure chambre. Voilà les spadassins qui plutôt le tueront. Il serre chaque jour d'un cran son ceinturon. Son pauvre nez a pris des tons de vieil ivoire. Il n'a plus qu'un petit habit de serge noir. Le duc. Ah, celui-là n'est pas parvenu. C'est égal, ne le plaignez pas trop. Monsieur le maréchal. Le duc. Ne le plaignez pas trop. Il a vécu sans pacte, libre dans sa pensée, autant que dans ses actes. Lebret de même. Monsieur le duc. Le duc hautainement. Je sais, oui, j'ai tout et il n'a rien. Mais je lui serrerai volontiers la main. Saluant Roxane. Adieu. Roxane. Je vous conduis. Le duc salue Lebret et se dirige avec Roxane vers le perron. Le duc s'arrêtant tandis qu'elle monte. Oui, parfois je l'envie. Voyez-vous, lorsqu'on a trop réussi sa vie, on sent, n'ayant rien fait, mon Dieu, de vraiment mal, 1000 petits dégoûts de soi, dont le total ne fait pas un remords, mais une gêne obscure, et les manteaux de duc traînent dans leur fourrure, pendant que des grandeurs, on monte les degrés, un bruit d'illusion sèche et de regret. Comme quand vous montez lentement vers ces portes, votre robe de deuil traîne des feuilles mortes. Roxane ironique. Vous voilà bien rêveur. Le duc. Eh oui, au moment de sortir brusquement. Monsieur Lebret. À Roxane. Vous permettez? Un mot. Il va à Lebret et à mi-voix. C'est vrai, nul n'oserait attaquer votre ami, mais beaucoup l'ont en haine. Et quelqu'un me disait hier au jeu, chez la reine, ce Cyrano pourrait mourir d'un accident. Lebret. Ah? Oui,
Qu'il sorte peu, qu'il soit prudent. Le Bret levant les bras au ciel. Prudent? Il va venir, je vais l'avertir, oui, mais... Roxane, qui est restée sur le perron, a une sœur qui s'avance vers elle. Qu'est-ce? La sœur. Ragueneau veut vous voir, madame. Roxane. Qu'on le laisse entrer, au duc et à le Bret. Il vient crier misère, étant un jour parti pour être auteur. Il devint tour à tour chantre. Alors, chanteur. Étuviste. Étuviste, c'est un étuveur, celui qui tient une étuve, c'est-à-dire un établissement de bain chaud. Acteur. Bedeau. Ça, c'est un employé laïque chargé de l'ordre et du service matériel dans une église. Roxane. Perruquier. Fabricant des perruques. Le Bret. Maître de théorbe. Roxane. Aujourd'hui, que pourrait-il bien être? Ragueneau entrant précipitamment. Ah, madame, il aperçoit le Bret. Monsieur. Roxane souriant. Racontez vos malheurs. À le Bret, je reviens. Ragueneau. Mais madame. Roxane sort sans l'écouter. Avec le duc, il redescend avec le Bret. Scène 3. Le Bret, Ragueneau. Ragueneau. D'ailleurs, puisque vous êtes là, j'aime mieux qu'elle ignore. J'allais voir votre ami, tantôt. J'étais encore à 20 pas de chez lui, quand je le vois de loin qui sort. Je veux le joindre, il va tourner le coin de la rue, et je cours lorsque d'une fenêtre sous laquelle il passait, est-ce un hasard, peut-être, un laquais laisse choir une pièce de bois. Le Bret. Les lâches. Cyrano. Ragueneau. J'arrive et je le vois. C'est affreux. Notre ami, monsieur, notre poète, je le vois là, par terre, un grand trou dans la tête. Il est mort? Non, mais Dieu, je l'ai porté chez lui, dans sa chambre. Ah, sa chambre, il faut voir ce réduit. Le Bret. Il souffre? Ragueneau. Non, monsieur, il est sans connaissance. Le Bret. Un médecin? Il en vint un par complaisance. Mon pauvre Cyrano, ne disons pas cela, tout d'un coup à Roxane. Et ce docteur? Ragueneau. Il a parlé, je ne sais plus, de fièvre, de méninge. Ah, si vous le voyez, la tête dans les linges, courons vite. Il n'y a personne à son chevet. C'est qu'il pourrait mourir, monsieur, s'il se levait. Le Bret l'entraînant vers la droite. Passons par là. Viens, c'est plus court, par la chapelle. Roxane, paraissant sur le perron et voyant le Bret s'éloigner par la colonnade qui mène à la petite porte de la chapelle. Monsieur le Bret! Le Bret et Ragueneau se sauvent sans répondre. Le Bret s'en va quand on l'appelle? C'est quelque histoire encore de ce bon Ragueneau. Elle descend sur le perron. Scène 4. Roxane, seule, puis deux sœurs. Un instant. Roxane. Ah, que ce dernier jour de septembre est donc beau. Ma tristesse sourit. Elle, qu'avril offusque, se laisse décider par l'automne moins brusque. Elle s'assied à son métier. Deux sœurs sortent de la maison et apportent un grand fauteuil sous l'arbre. Ah, voici le fauteuil classique, où vient s'asseoir mon vieil ami. Sœur Marthe. Mais c'est le meilleur du parloir. Merci, ma sœur. Les sœurs s'éloignent. Il va venir. Elles s'installent. On entend sonner l'heure. Là, l'heure sonne. Mes écheveaux, l'heure a sonné. Ceci m'étonne. Serait-il en retard pour la première fois? La sœur tourière doit monder. Là, je le vois. L'exhorter à la pénitence. Un temps. Elle l'exhorte. Il ne peut plus tarder. Tiens, une feuille morte. Elle repousse du doigt la feuille tombée sur son métier. D'ailleurs, rien ne pourrait, mes ciseaux dans mon sac, l'empêcher de venir. Une sœur paraissant sur le perron. Monsieur de Bergerac. Scène 5. Cyrano, Roxane et à un moment, sœur Marthe. Roxane sans se retourner. Qu'est-ce que je disais? Et elle brode, Cyrano très pâle, le feutre enfoncé sous les yeux. Pareil. La sœur qui l'a introduit rentre. Il se met à descendre le perron lentement, avec un effort visible pour se tenir debout et s'appuyant sur sa canne. Roxane travaille à sa tapisserie. « Ah, ces teintes fanées! Comment les ressortir ?» à Cyrano sur un ton d'amicale gronderie. « Depuis 14 années, pour la première fois en retard. » Cyrano, qui est parvenu au fauteuil et s'est assis, d'une voix gaie, contrastant avec son visage. « Oui, c'est fou. J'enrage, je fus mise en retard, Vertuchou. »« Par une visite assez inopportune. » Roxane, distraite, travaillant. « Ah oui, quelque fâcheux ?»« Cousine, c'était une fâcheuse. Vous l'avez renvoyée ?» Cyrano. « Oui, j'ai dit excusez-moi, mais c'est aujourd'hui samedi, jour où je dois me rendre en certaine demeure. Rien ne m'y fait manquer. Repasser dans 1 heure. » Roxane, légèrement.
Eh bien, cette personne attendra pour vous voir. Je ne vous laisse pas partir avant ce soir. Cyrano avec douceur. Peut-être un peu plus tôt faudra-t-il que je parte. Il ferme les yeux et se tait un instant. Sœur Marthe traverse le parc de la chapelle au perron. Roxane l'aperçoit, lui fait un petit signe de la tête. Roxane à Cyrano. « Vous ne taquinez pas sœur Marthe ?» Cyrano vivement ouvrant les yeux. « Oh si !» Avec une grosse voix comique. « Sœur Marthe, approchez !» La sœur glisse vers lui. « Ah ah, beaux yeux toujours baissés !» Sœur Marthe levant les yeux en souriant. « Mais !» Elle voit sa figure et fait un geste d'étonnement. « Oh !» Cyrano bas lui montrant Roxane. « Chut, ce n'est rien. » D'une voix fanfaronne haut. « Hier, j'ai fait gras !» Sœur Marthe. « Je sais. À part. C'est pour cela qu'il est si pâle. Vite et bas. Au réfectoire, vous viendrez tout à l'heure et je vous ferai boire un grand bol de bouillon. Vous conviendrez ?» Cyrano. « Oui, oui, oui. » Sœur Marthe. « Ah, vous êtes un peu raisonnable aujourd'hui. » Roxane qui les entend chuchoter. « Elle essaie de vous convertir ?» Sœur Marthe. « Je m'en garde. » Tiens, c'est vrai. Vous, toujours si saintement bavarde, vous ne me prêchez pas? C'est étonnant, ceci. Avec une fureur bouffonne. Sabre de bois, je veux vous étonner aussi. Tenez, je vous permets. Il a l'air de chercher une bonne taquinerie et de la trouver. Ah, la chose est nouvelle, de prier pour moi ce soir à la chapelle. Roxane. Oh oh! Cyrano riant. Sœur Marthe est dans la stupéfaction. Sœur Marthe doucement. Je n'ai pas attendu votre permission. Elle rentre. Cyrano revenant à Roxane, penché sur son métier. Du diable si je peux jamais, tapisserie, voir ta faim. Roxane. J'attendais cette plaisanterie. À ce moment, un peu de brise fait tomber les feuilles. Les feuilles. Roxane levant la tête et regardant au loin dans les allées. Elles sont d'un blond vénitien. Regardez-les tomber. Cyrano. Comme elles tombent bien, dans ce trajet si court de la branche à la terre, comme elles savent mettre une beauté dernière, et malgré leur terreur de pourrir sur le sol, veulent que cette chute ait la grâce d'un vol. Roxane. Mélancolique, vous? Cyrano se reprenant. Mais pas du tout, Roxane. Allons, laissez tomber les feuilles de platane et racontez un peu ce qu'il y a de neuf. Ma gazette. Cyrano. Voici. Roxane. Ah! Cyrano de plus en plus pâle et luttant contre la douleur. Samedi 19. Ayant mangé 8 fois du résiné de 7, le roi fut pris de fièvre, à 2 coups de lancette. Son mal fut condamné pour lèse-majesté, et cet auguste pouls n'a plus fébricité. Au grand bal, chez la reine, on a brûlé dimanche 763 flambeaux de cire blanche. Nos troupes ont battu, dit-on, Jean l'Autrichien. On a pendu 4 sorciers. Le petit chien de Madame Datis a dû prendre un clister. Alors là, il y a plein de petits mots à expliquer. Donc, je vais tout reprendre. Donc là, il commence, donc, ayant mangé... non, samedi 19. Alors déjà, ils mettent un petit 1 à côté du 19. Il n'y eut aucun samedi 19 durant l'automne 1655. Cette date n'est donc appelée que par la rime. Pas plus que Cyrano de Bergerac n'est mort un samedi 26. Voilà. Alors, ayant mangé 8 fois du résiné de 7. Donc, résiné, c'est R-A-I-S-I-N-E. Et de 7, c'est C majuscule E-T-E. Donc, du résiné de 7, c'est de la confiture préparée avec du jus de raisin concentré en provenance de 7, S-E, accent grave T-E, donc port de l'Hérault, orthographié 7, donc C majuscule E de T-E, jusqu'en 1927. Quand même, hein, c'est marrant ça, ils ont changé quand même le nom de ce port de l'Hérault, ils l'ont changé qu'en 1927. Ça fait presque 100 ans, mais c'est pas si vieux que ça, quoi. Des lancettes. Alors, lancette, c'est un petit instrument tranchant, à lame plate et acérée, utilisé pour les incisions et les saignées. Lèse-majesté, c'est atteinte grave à la majesté, à la grandeur du souverain, que ce soit contre sa personne, son pouvoir ou l'intérêt de l'État. On l'utilise encore pas mal, ce mot-là, lèse-majesté. Auguste, ça veut dire que c'est vénérable, sacré. Fébricité, par contre,
fébricité, F-E-B-R-I-C-I-T, et ça veut dire U de fièvre. De l'ancien verbe fébricité, le substantif fébricité synonyme de fébrilité, ne date que du début du XXe siècle. Donc, fébrilité, avant le XXe siècle, on appelait ça la fébricité. C'est rigolo? Enfin, c'est rigolo. Voilà, donc là, je peux relire, et Jean l'Autrichien, donc c'est Don Juan d'Autriche, c'est un prince espagnol, fils naturel ou bâtard de Philippe IV d'Espagne. Madame Datis, ces femmes mentionnées dans les historiettes de Gédéon Tallemant des Réaux, un recueil d'anecdotes sur la vie de la cour, voilà. Et a dû prendre un clistère. Un clistère, c'était un lavement, injection médicamenteuse dans le rectum. Voilà. Donc, on relit le petit passage donc voilà, la Gazette de Cyrano, pour bien, du coup, comprendre tout ça. Donc, Cyrano, de plus en plus pâle et luttant contre la douleur. Donc là, quand même, il est fébrile, hein, justement. Samedi 19, ayant mangé 8 fois du résiné de 7, le roi fut pris de fièvre à 2 coups de lancette. Son mâle fut condamné pour lèse-majesté, et cet auguste pouls n'a plus fébricité. Au grand bal chez la reine, on a brûlé dimanche 763 flambeaux de cire blanche. Nos troupes ont battu, dit-on, Jean l'Autrichien. On a pendu 4 sorciers, le petit chien de Madame d'Artis a dû prendre un clistère. Roxane. Monsieur de Bergerac, voulez-vous bien vous taire? C'était un petit peu, pas vulgaire, mais un peu. Cyrano. Lundi, rien. Ligue d'Amir a changé d'amant. Alors, Ligue d'Amir, c'est qui? Nom de la précieuse Dame-Geneviève de Bourbon-Condé, duchesse de Longueville, sœur aînée du Grand Condé et du prince de Conti. L'une des destinées les plus singulières du XVIIe siècle, grande amie de La Rochefoucauld et non moins grande ennemie de Mazarin, qui, très active politiquement et sentimentalement, comme l'évoque ici Cyrano, finit sa vie dans le mysticisme le plus austère. Ah, voilà. Donc lundi, rien, Ligue d'Amir a changé d'amant. Oh, Roxane s'offusque. Cyrano dont le visage s'altère de plus en plus. Mardi, toute la cour est à Fontainebleau. Mercredi, la Mongla dit au comte de Fiesque. Non, jeudi, Mancini, reine de France ou presque. La 25, la Mongla a de Fiesque dit oui, et samedi 26. Il ferme les yeux, sa tête tombe. Silence. Je vais quand même réexpliquer les mots, là, parce que c'est compliqué. Donc, Mongla, la Mongla, donc c'est voilà, c'est encore une marquise de Mongla, maîtresse de l'officier écrivain Bussy-Raboutin, cousin de Madame de Sévigné et auteur de l'histoire amoureuse des Gaules. Roman satirique, peinture des intrigues galantes de la cour, voilà, rempli d'allusions transparentes qui valurent à cet académicien d'être embastillé plus d'1 an, puis exilé sur ces terres et à ce militaire pourtant brillant de ne plus jamais servir, à cause d'une intrigue amoureuse. Le comte de Fiesque, alors, comte de Fiesque, noble d'origine italienne établi en France, qui s'intéressa notamment au théâtre, figure également dans l'histoire amoureuse des Gaules, de Bussy-Raboutin. Voilà, donc c'est le même bouquin, des intrigues, voilà ça que j'ai cherché le mot, des intrigues amoureuses de la cour. Donc je relis la suite. Cyrano, dont le visage s'altère de plus en plus. Donc là je redis la tirade. Mardi, toute la cour est à Fontainebleau. Mercredi, la Mongla dit au comte de Fiesque. Non. Jeudi, Mancini, reine de France ou presque. Le 25, la Mongla a de Fiesque dit oui. Et samedi 26. Et il ferme les yeux, sa tête tombe, silence. Roxane, surprise de ne plus rien entendre, se retourne, le regarde et se levant effrayée. Il est évanoui? Elle court vers lui en criant. Cyrano! Cyrano rouvrant les yeux d'une voix vague. Qu'est-ce? Quoi? Il voit Roxane penchée sur lui et vivement, assurant son chapeau sur sa tête et reculant avec effroi dans son fauteuil. Non, non, je vous assure, ce n'est rien, laissez-moi. Roxane. Pourtant, c'est ma blessure d'Arras qui, quelquefois, vous savez. Pauvre ami. Mais ce n'est rien, cela va finir.
Il sourit avec effort. C'est fini. Roxane debout près de lui. Chacun de nous a sa blessure, j'ai la mienne. Toujours vive, elle est là, cette blessure ancienne. Elle met la main sur sa poitrine. Elle est là, sous la lettre, au papier jaunissant, où l'on peut voir encore des larmes et du sang. Le crépuscule commence à venir. Sa lettre. N'aviez-vous pas dit qu'un jour, peut-être, vous me la feriez lire? Ah, vous voulez? Sa lettre? Oui, je veux aujourd'hui. Roxane lui donnant le sachet pendu à son cou. Tenez. Cyrano le prenant. Je peux l'ouvrir? Ouvrez, lisez. Elle revient à son métier, le replie, range ses laines. Cyrano lisant. Roxane, adieu, je vais mourir. Roxane s'arrêtant étonnée. Tout haut? Cyrano lisant. C'est pour ce soir, je crois, ma bien-aimée. J'ai l'âme lourde encore d'amour inexprimé. Et je meurs. Jamais plus, jamais mes yeux grisés, mes regards dont c'était. Comme vous la lisez, sa lettre, Cyrano continuant, dont c'étaient les frémissantes fêtes, ne baiseront au vol les gestes que vous faites. J'en revois un petit qui vous est familier, pour toucher votre front, et je voudrais crier. Roxane troublée. Comme vous la lisez, cette lettre. La nuit vient sensiblement. Cyrano. Et je crie. Adieu. Roxane. Vous la lisez? Cyrano. Ma chère, ma chérie, mon trésor. Roxane rêveuse. D'une voix? Cyrano. Mon amour. D'une voix? Elle tressaille. Mais que je n'entends pas pour la première fois. Elle s'approche tout doucement sans qu'il s'en aperçoive. Passe derrière le fauteuil, se penche sans bruit, regarde la lettre, l'ombre augmente. Mon cœur ne vous quittera jamais, une seconde, et je suis et serai jusque dans l'autre monde, celui qui vous aimera sans mesure, celui... Roxane lui posant la main sur l'épaule. Comment pouvez-vous lire à présent? Il fait nuit. Il tressaille, se retourne, la voit, là, tout près, fait un geste d'effroi, baisse la tête, un long silence. Puis dans l'ombre complètement venue, elle dit avec lenteur, joignant les mains. Et pendant 14 ans, il a joué ce rôle? D'être le vieil ami qui vient pour être drôle? Cyrano. Roxane. C'était vous? Non, non, Roxane, non. J'aurais dû deviner quand il disait mon nom. Non, ce n'était pas moi. C'était vous, je vous jure. J'aperçois toute la généreuse imposture. Les lettres, c'était vous. Non. Les mots chers et fous, c'était vous. Non. La voix dans la nuit, c'était vous. Je vous jure que non. L'âme, c'était la vôtre. Je ne vous aimais pas. Vous m'aimiez. Cyrano se débattant. C'était l'autre. Vous m'aimiez. Cyrano d'une voix qui faiblit. Non. Déjà vous le dites plus bas. Non, non, mon cher amour, je ne vous aimais pas. Ah, que de choses qui sont mortes, qui sont nées. Pourquoi vous êtes tu pendant 14 années, puisque sur cette lettre où lui n'était pour rien, ses pleurs étaient de vous? Ce sang était le sien. Alors pourquoi laisser ce sublime silence se briser aujourd'hui? Pourquoi? Le Bret et Ragueneau entrent en courant. Les mêmes, le Bret et Ragueneau. Le Bret. Quelle imprudence! Ah, j'en étais bien sûr, il est là. Cyrano souriant et se redressant. Tiens, parbleu. Il s'est tué, madame, en se levant. Grand Dieu, mais tout à l'heure, alors, cette faiblesse, cette... C'est vrai, je n'avais pas terminé ma gazette. Et samedi 26, 1 heure avant dîner, monsieur de Bergerac est mort assassiné. Il se découvre, on voit sa tête entourée de linge. Que dit-il? Cyrano, sa tête enveloppée. Ah, mais que vous a-t-on fait? Pourquoi? Cyrano. D'un coup d'épée frappé par un héros, tombé la pointe au cœur. Oui, je disais cela, le destin est railleur. Et voilà que je suis tué, dans une embûche, par derrière, par un laquais, d'un coup de bûche. C'est très bien, j'aurais tout manqué, même ma mort. Ragueneau. Ah, monsieur! Ragueneau ne pleure pas si fort. Il lui tend la main. Qu'est-ce que tu deviens maintenant, mon confrère? Ragueneau à travers ses larmes. Je suis moucheur de chandelle, chez Molière. Molière. Ragueneau. Mais je veux le quitter dès demain. Oui, je suis indigné. Hier, on jouait Scapin, et j'ai vu qu'il vous a pris une scène.
Lebret. Entière. Raguenaud. Oui, monsieur, le fameux que diable allait-il faire? Lebret furieux. Molière te l'a pris. Cyrano. Chut, chut. Il a bien fait. Raguenaud. La scène, n'est-ce pas, produit beaucoup d'effets. Ah, monsieur, on riait, on riait. Cyrano. Oui, ma vie, ce fut d'être celui qui souffle et qu'on oublie. Roxane. Vous souvient-il du soir où Christian vous parla sous le balcon? Eh bien, toute ma vie est là. Pendant que je restais en bas, dans l'ombre noire, d'autres montaient cueillir le baiser de la gloire. C'est justice, et j'approuve au seuil de mon tombeau. Molière a du génie, et Christian était beau. À ce moment, la cloche de la chapelle ayant tinté, on voit tout au fond, dans l'allée, les religieuses se rendant à l'office. Qu'elles aillent prier puisque leur cloche sonne. Roxane se relevant pour appeler. « Ma sœur, ma sœur !» Cyrano la retenant. « Non, non, n'allez chercher personne. Quand vous reviendrez, je ne serai plus là. » Les religieuses sont entrées dans la chapelle, on entend l'orgue. Il me manquait un peu d'harmonie, en voilà. Roxane. « Je vous aime, vivez !» Cyrano. « Non, car c'est dans le conte que lorsque l'on dit « Je t'aime » au prince plein de honte, il sent sa laideur fondre à ces mots de soleil. Mais tu t'apercevrais que je reste pareil. Roxane. « J'ai fait votre malheur, moi. » Cyrano. « Vous, au contraire, j'ignorais la douceur féminine. Ma mère ne m'a pas trouvé beau. Je n'ai pas eu de sœur. Plus tard, j'ai redouté l'amante à l'œil moqueur. Je vous dois d'avoir eu, tout au moins, une amie. Grâce à vous, une robe a passé dans ma vie. » Lebret lui montrant le clair de lune qui descend à travers les branches. « Ton autre ami est là, qui vient te voir. » Cyrano souriant à la lune. « Je vois. » Roxane. « Je n'aimais qu'un seul être, et je le perds 2 fois. » Cyrano. « Lebret, je vais monter dans la lune opaline, sans qu'il faille inventer aujourd'hui de machine. » « Que dites-vous? » ?»« Mais oui, c'est là, je vous le dis, que l'on va m'envoyer faire mon paradis. Plus d'une âme que j'aime y doit être exilée. Et j'y retrouverai Socrate et Galilée. » Lebret se révoltant. « Non, non, c'est trop stupide à la fin, et c'est trop injuste, un tel poète, un cœur si grand, si haut, mourir ainsi, mourir. » Cyrano. « Voilà Lebret qui grogne. » Lebret fondant en larmes. « Mon cher ami. » Cyrano se soulevant, l'œil égaré. « Ce sont les cadets de Gascogne, la masse élémentaire, et oui, voilà le hic. » Lebret. « Sa science dans son délire. » Cyrano. « Copernic a dit. » Roxane. « Oh !» Cyrano. « Mais aussi, que diable allait-il faire? Mais que diable allait-il faire en cette galère? Philosophe, physicien, rimeur, bretteur, musicien, et voyageur aérien, grand riposteur du tac au tac, amant aussi, pas pour son bien, Sigy, Hercule, Savinien, de Cyrano, de Bergerac, qui fut tout et qui ne fut rien. Mais je m'en vais, pardon, je ne veux plus attendre. Vous voyez, le rayon de lune vient me prendre. » Il est retombé assis, les pleurs de Roxane le rappellent à la réalité. Il la regarde et caressant ses voiles. « Je ne veux pas que vous pleuriez moins ce charmant, ce bon, ce beau Christian. Mais je veux seulement que lorsque le grand froid aura pris mes vertèbres, vous donniez un sens double à ces voiles funèbres, et que son deuil sur vous devienne un peu mon deuil. Je vous jure. » Cyrano est secoué d'un grand frisson et se lève brusquement. « Pas là, non, pas dans ce fauteuil. » On veut s'élancer vers lui. « Ne me soutenez pas, personne. » Il va s'adosser à l'arbre. Rien que l'arbre. Silence. Elle vient. Elle vient. Je me sens déjà beauté de marbre, gantée de plomb. Il serait dit. Oh, mais puisqu'elle est en chemin, je l'attendrai debout. Il tire l'épée, et l'épée à la main. Lebret. Cyrano! Roxane défaillante. Cyrano! Tous reculent épouvantés. Cyrano. Je crois qu'elle regarde, qu'elle ose regarder mon nez, cette camarde. Il lève son épée.
Que dites-vous? C'est inutile? Je le sais, mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès. Non, non, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Qu'est-ce que c'est que tout cela? Vous êtes 1000? Ah, je vous reconnais, tous mes vieux ennemis. Le mensonge? Il frappe de son épée dans le vide. Tiens, tiens, ha ha, les compromis, les préjugés, les lâchetés. Il frappe. Que je pactise? Jamais, jamais. Ah, te voilà, toi, la sottise. Je sais bien qu'à la fin, vous me mettrez à bas. N'importe. Je me bats, je me bats, je me bats. Il fait des moulinets immenses et s'arrête haletant. Ouais, vous m'arrachez tout. Le laurier et la rose, arrachés. Il y a malgré vous quelque chose que j'emporte. Et ce soir, quand j'entrerai chez Dieu, mon salut balayera largement le seuil bleu. Quelque chose que, sans un pli, sans une tache, j'emporte malgré vous. Il s'élance l'épée haute. Et c'est... L'épée s'échappe de ses mains, il chancelle, tombe dans les bras de Lebrette et de Ragueneau. Roxane se penchant sur lui et lui baisant le front. C'est... Cyrano rouvre les yeux, la reconnaît et dit en souriant. Mon panache. Rideau. Oh oh là là, pauvre Cyrano quand même. Hein, il n'a pas eu le... Je sais pas le courage, courage d'avouer, le courage, là ça parle de plein de trucs en même temps. Je crois que Edmond Rostand avait à peine 20 ans quand il a écrit ce bouquin. Alors après il est mort, je sais plus combien de temps il a vécu, mais il était jeune quand il a écrit ce livre. Et je me dis, le côté physique, enfin, c'est clair qu'il ne pouvait pas être plus vieux, en fait, je pense. Parce que je pense que quand on est plus vieux, on se fiche un peu plus de notre physique. Enfin, je crois. C'est pas pour tout le monde la même chose, hein, mais je pense qu'en vieillissant, on s'accepte un peu plus. Donc là, je pense que cette espèce de recherche de la beauté ou pas pouvoir s'accepter quand on a le grand nez, c'est un truc de... peut-être d'ado, ou je sais pas trop si je peux faire un jugement comme ça. En plus, moi je suis pas prof de français, donc j'ai pas... alors je l'ai étudié quand j'étais plus jeune, mais bon, vu l'écoute que j'en avais, c'était peut-être pas terrible. Et donc faudrait... Alors ceux qui se servent de ma lecture pour... les jeunes qui pour pas lire le livre, hein, ce que je comprends. Alors moi après, moi j'ai pas d'analyse particulière à faire. Il faut vraiment lire l'analyse, bien écouter votre prof de français, qui vont voilà faire des parallèles, etc. Mais moi en tout cas personnellement, ce que ça m'a fait, c'est vraiment, enfin ce qui me choque en fait, plus que plus jeune en fait, j'avais pas réalisé, c'est ce côté où en fait, le côté physique, ça le gêne vraiment, quoi. Il a l'impression qu'on ne peut pas l'aimer pour ce qu'il est. Et je trouve ça quand même un peu à un manque de confiance en soi. Donc je trouve que ça fait penser un peu à peut-être l'adolescence, où on est plein de questions, plein de doutes. Moi, ça me fait penser à ça, en fait. Voilà, parce qu'un défaut physique, je veux dire, on est tous... à l'adolescence, on est tous embêtés par notre physique. Enfin, il y a toujours un truc qui nous convient pas. Donc, et de là à se cacher, à être obligé de pas montrer qui on est, alors que c'est un super poète et qu'il est hyper intelligent, je vais te dire que voilà, moi j'aurais préféré Cyrano à Christian. Hein. Enfin, peut-être pas à 18 ans. Peut-être pas à 18 ans. C'est vrai, malheureusement. Bon. Enfin bref, donc c'est la fin de ce beau livre, de ce livre assez célèbre. Donc je vous souhaite une bonne soirée et voilà, bonne soirée.